Donc, on va passer maintenant aux autres outils, aux versions améliorées, on va dire. Donc, pour rappel, Netcat, c'est quoi? C'est un binaire, un sous Unix qui permet d'écrire et de lire des données sur le réseau en utilisant le protocole UDP-TCP. Ça permet des binds et les reverse shell. On a aussi N4, mais Netcat, abréviation de Netcat. Donc ça, c'est vraiment une version améliorée en fait de Netcap qui a été fait par le projet Nmap. Et lui, ça ajoute donc le chiffrement, support du chiffrement, restriction au niveau des IP, plein d'options pour euh, téléverser des binaires sur le réseau, faire du chaining, de la redirection, utiliser une connexion via un proxy. Donc ça, c'est les bases. Maintenant, Netcat, vous devriez être à l'aise. Moi, maintenant, je vais vous parler un peu de Socat. Ok, Socat qui est aussi, on peut dire, une version améliorée de Netcat. Donc, Socat, c'est pas seulement idéal pour l'échelle Linux totalement stable, il est également excellent pour la redirection de port. Le seul gros inconvénient de Socat, mis à part les problèmes fréquents que les gens ont pour apprendre la syntaxe, c'est qu'il est très rarement installé par défaut sur une cible. Cela dit, les binaires statiques sont faciles à trouver pour Linux ou Windows. Encore une fois, GitHub et la caverne d'Alibaba. N'allez pas chercher sur des sites un peu bizarres. Ok? Gardez à l'esprit que la version Windows est peu susceptible de contourner le logiciel antivirus par défaut. Et donc, il faudra faire de l'offuscation de code ou de la refactorisation pour pouvoir rendre le truc FUD, fully undetectable, totalement indétectable. Ok? Mais ça peut être toujours utile. Une compilation personnalisée peut donc être nécessaire. C'est ce que je vous disais. Avant de commencer, il convient de noter que si vous avez terminé What the Shell, donc j'ai fait, c'est justement je vous l'ai mis en lien, je vous ai mis ma vidéo où je fais le CTF avec vous. C'est 1h10 d'explication sur les shells, ok? Les bind shells, les reverse shells, la stabilisation des shells, et qu'est-ce qu'un un reverse, un forward, et patati et patata, ok? Un shell de liaison, un shell inversé. Donc faites ça, et là-dedans, vous aurez tous les exemples pour l'utilisation de Socat, ok? Je me suis rendu compte d'ailleurs que j'avais perdu la vidéo de la fin du CTF, où on met en pratique tout ce qu'on avait vu. Donc je me suis dit que je referai la vidéo là incessamment sous peu et on verra l'utilisation de Netcat, de N4 et de SoCat. Ok? Donc SoCat, ça peut être utilisé pour créer des connexions chiffrées. Ok? Dit chiffrées, pas cryptées. Les techniques présentées ici pourraient être combinées avec des options de chiffrement détaillées dans la salle d'échelle pour créer des transmissions et des relais de port chiffrés. Pour éviter de trop compliquer cette section, cette technique ne sera pas enseignée ici. Cependant, cela vaut la peine d'expérimenter cela à votre rythme. Donc, bien que les techniques suivantes ne puissent pas être utilisées pour configurer un proxy complet dans un réseau cible, il est tout à fait possible de les utiliser pour transférer avec succès des ports à partir de cibles compromises sous Linux et Windows. En particulier, Socat fait un très bon relais, par exemple, si vous essayez d'obtenir un shell sur une cible qui n'a pas de connexion directe avec votre ordinateur attaquant. Vous pouvez utiliser Socat pour mettre en place un relais sur actuellement compromis machine. Ah ouais, sur la machine actuellement compromise. Super traduction. Cela va écouter via un listener le shell inversé de la cible, puis le renvoie immédiatement à la box, notre Calibox, notre Parrot OS box, ce que vous voulez, comme d'habitude. Donc, on a le socket forwarder qui va rediriger les connexions, ok, à partir du réseau interne. Le réseau interne, via un river shell, va communiquer vers l'extérieur, passer la zone militarisée qui est le réseau interne, on passe dans la zone démilitarisée. Qu'est-ce qu'il y a sur cette DMZ? Il y a un serveur HTTP qui est connecté à l'extranet. L'extranet, c'est quoi? C'est l'Internet. On sort du pare-feu grâce au socket forwarder et on a un reverse shell qui est forwardé vers la machine de l'attaquant. Ok? C'est la cible qui ouvre une connexion sur l'attaquant. C'est pas l'attaquant qui se connecte au serveur piraté, c'est l'inverse. Donc c'est un
reversal. Et le reversal, il est quoi? Il est forwarded. Il est rerouté vers le PC du hacker. Ok? Faut que ça soit clair en termes d'architecture. Donc, il est préférable de penser à SOCAT comme un moyen en fait de réunir deux choses, un peu comme le Portal Gun dans les jeux Portal. Très bon jeu si vous ne le connaissez pas. Il crée un lien à deux endroits différents. Ça pourrait être deux ports sur la même machine. Cela pourrait permettre de créer un relais entre deux machines différentes. Cela pourrait également être la création d'une connexion entre un port et un fichier sur la machine qui est en mode écoute, ou bien d'autres choses similaires. C'est un outil extrêmement puissant qui vaut la peine d'être étudié à votre rythme. De manière générale, cependant, les pirates ont tendance à l'utiliser pour créer des shells inversés liés. Donc on parle de reverse shell ou de bind shell. Bind lié, liaison. Shell de liaison, shell inversé. Ou comme dans l'exemple ci-dessus, on va créer du port forwarding, ok? Via, là en l'occurrence, un reverse shell. Mais ça peut être autre chose. Ok. Plus précisément, dans l'exemple ci-dessus, nous créons un transfert de port d'un port, de transfert de port d'un port sur le serveur compromis vers un port d'écoute sur notre propre boîte. Boîte, c'est notre box, ok? Nous pourrions faire cela dans l'autre sens, soit en transférant une connexion de la machine attaquante vers une cible à l'intérieur du réseau, soit en créant un lien direct entre un port d'écoute sur la machine d'attente avec le service sur le serveur interne. Cette dernière application est particulièrement utile car elle ne nécessite pas d'ouvrir un port sur le serveur compromis. Ok? On va se servir d'un qui est déjà existant. Avant d'utiliser Socat, il sera généralement nécessaire de le télécharger, ok, via un binaire que vous retrouverez naturellement un peu partout sur GitHub. Et bah, ensuite, il faut le pousser sur la machine, forcément, qui héberge le serveur, ou votre cible, ou sur votre machine à vous, votre box, en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, sur Kali, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sudo python 3-m http serveur 80. Qu'est-ce que ça fait? Ça va ouvrir un simple serveur HTTP sur le port 80. Ok, classique. Ensuite, sur la cible, on va faire un curl. Le curl va nous permettre de récupérer quoi? Eh ben, via l'adresse IP SOCAT, si le programme s'appelle SOCAT, et on va faire un output. On va lui demander de nous mettre ça au chaud dans le fichier TMP, parce que très souvent, bah, c'est dans TMP qu'on a les droits en écriture. Si on est par route, donc on va abuser de cette fonction, et bah, après, vous pouvez faire un -u username, lui donner les droits en écriture et, terminer votre commande. Donc, ça va transférer, ça va donner les droits, ok? Et vous aurez dans votre arborescence TMP, eh ben, le programme qui va pouvoir être utilisé. Ok? Donc une fois que le binaire est téléchargé, on va voir un petit peu tous les scénarios qui sont possibles. Donc ouais, là vous mettez username, vous mettez votre nom d'utilisateur, oui, ce qui est pas, tu vois, voilà, là il a mis son nom d'utilisateur, ce qui est un peu logique. Après, le username, vous l'adaptez en fait, hein, tout simplement. Donc, on va voir le principe du relais via un shell inversé. Donc on parle de reverse shell et relay, c'est reverse shell relay, ok? Donc, dans ce scénario, nous utilisons Socat pour créer un relais nous permettant d'envoyer un shell inversé à notre propre machine attaquante. Ok? C'est exactement ce qu'on a vu ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va commencer par auditer. Et on va auditer via un listener, un écouteur Netcat standard. Comment on fait ça? C'est le fameux sudo nc lnvp 443. Ok? Pourquoi on a besoin de petites questions comme ça? J'espère que vous le savez. Pourquoi on fait une élévation de privilège? Pourquoi on fait pas nc-lnvp?
ou LVNP, ou vous pouvez faire LP. Enfin non, les derniers, gardez cette syntaxe parce qu'on peut intervertir le L, le V, mais le NP, je crois qu'il faut les mettre à la fin. Mais pourquoi on fait une élévation de privilège? Parce qu'on est sur les ports communs, ok? Donc de 1 ou de 0 à 1023 ou 1024 ou de 1 à 1023, enfin, on va dire les 1024 premiers ports, si on compte à partir de 0, eh ben, sont les ports communs. Et pour pouvoir utiliser Netcat sur les ports communs, 443 fait partie d'un port commun, eh ben, il faut faire une élévation de privilège. Au-delà, vous n'avez plus besoin de faire un sudo. Ok? Ça, c'est bon à savoir. Ensuite, bah, sur le serveur compromis, on va utiliser la commande là. Donc, on appelle notre programme. Là, quand on appelle un programme dans le répertoire courant, on fait quoi? Point, slash, le nom du programme. Mais bon, ça, je pense que vous le savez. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Bah, on veut établir une connexion en TCP. Ok? Tirer L et on lui précise le port. On veut le port 8000. Ok? En TCP avec l'adresse IP de la machine attaquante et on ferme sur le port 443. Pourquoi? Eh parce qu'on a ouvert un listener, un écouteur sur le port 443, donc on va le réutiliser. Ok? Donc l'ordre des deux adresses compte ici. Assurez-vous d'ouvrir d'abord le port d'écoute, bah, naturellement, puis connectez-vous à la machine attaquante. Donc de là, nous pouvons ensuite créer un shell inversé vers le port 8000, vu qu'on l'a spécifié, nouvellement ouvert sur le serveur compromis. Donc vous voyez, c'est une sorte de boucle en fait, hein, au niveau du réseau qu'on est en train de faire. On établit une connexion pour lui demander en retour d'établir un shell inversé vers notre machine. Ok? Donc si on regarde un peu les communications et la capture d'écran, on voit qu'on utilise Netcat sur un serveur distant pour simuler la réception d'un shell inversé du serveur cible. Ok. Donc on rentre notre commande, on lui donne les droits, netcat, et on simule via notre localhost sur le port 8000, mode interactif-e, et on lui demande quoi? Un bin bash. Ok. Ça c'est la commande classique quand vous appelez un shell en fait, hein. Donc le listener, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vous donne la connexion, et là on voit que l'utilisateur est passé route. Ok. Donc le TCP-L 8000 qu'on a vu, il est utilisé pour créer la première moitié de la connexion. C'est un écouteur, un listener en IP v4 sur le port TCP 8000. Ok. Ensuite, on a vu qu'on mettait TCP, deux points l'adresse IP de la machine attaquante et deux points le port du bind. On a vu que notre listener, on le mettait sur le port 443, et ben on le précise. Et ça va se reconnecter à notre adresse IP locale sur le port 443. L'attacking IP doit être rempli correctement pour que cela fonctionne. Si vous êtes sur un réseau local, vous allez mettre vos adresses de réseau local. Si vous voulez utiliser votre réseau, enfin votre adresse IP publique, privée ou VPN, à vous de voir, ok? Mais ça, je pense que vous avez les connaissances en réseau, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et le et, c'est vrai que je vous ai pas parlé du et. Le et, en fait, c'est pour mettre en arrière-plan l'auditeur, ok? C'est du foreground, du background, pardon. Le transformant en un travail, en fait, que nous pouvons. C'est un peu comme le FN tout à l'heure, si vous voulez, hein. Ça va le mettre euh, en second plan. Du coup, il va continuer à tourner, mais on ne lui demande pas un mode interactif, ok? On veut juste qu'il établisse la connexion pour qu'on puisse s'en servir dans d'autres commandes. Donc là, le relais se connecte à l'auditeur et commence à utiliser un alias via le netcat, ok, sur le port 443. Donc de cette façon, nous pouvons configurer un relais pour envoyer des reverse shell en fait à travers un système compromis vers notre propre machine d'attaque. Cette technique peut également être enchaînée assez facilement. Cependant, dans de nombreux cas, il peut être plus facile de simplement télécharger une copie statique de Netcat pour recevoir votre shell inversé directement sur le serveur compromis. Ça, c'est sûr. Donc, redirection de port, port forwarding, facile. Le moyen rapide et facile de configurer une redirection de port avec Socat est tout simplement d'ouvrir un port d'écoute sur le serveur compromis et de rediriger tout ce qui s'y trouve vers le serveur cible. Par exemple, si notre serveur compromis est en 172.16.0.5 et que la cible est le port 33.0.6,
de la machine 172.16.0.10, nous pourrions utiliser la commande suivante sur le serveur compromis pour créer une redirection de port. Donc là, on voit qu'on utilise deux nouvelles commandes, la commande fork et la commande reuse address. Ok? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça ouvre un port. On a vu que c'était le 33.0.60. Donc là, déjà, ils se sont trompés parce que là, ils vous parlent de 33.0.6 et là, ils vous parlent de 33.0.60 et là, il vous dit 33.0.60. Donc là, à mon avis, c'est planté. Sur le serveur compromis et redirige l'entrée de la machine attaquante directement vers le serveur cible prévu, nous donnant essentiellement accès vraisemblablement à une base de données MySQL relationnelle fonctionnant sur notre cible à l'adresse 172.16.0.10. Ok? Donc, l'option fork est utilisée pour placer chaque connexion dans un nouveau processus. Et l'option reuse address, signifie que le port reste ouvert après qu'une connexion est établie. Combinés, ils nous permettent d'utiliser le même transfert de port pour plus d'une connexion. Une fois de plus, on utilise et personne en arrière-plan pour que notre shell puisse fonctionner et qu'on n'ait pas une main interactive dessus. Ok? Ce qui nous permet de continuer à utiliser la même session de terminal sur le serveur compromis pour faire d'autres choses. Ok? Nous pouvons maintenant nous connecter sur le port 33060 via le relais et avoir notre connexion directement relayée à notre cible prévue à l'adresse 010 cette fois-ci et pas 05 sur le port 3306. Ah si, excusez-moi, ouais. Pardon, bah, pas ça, c'est le port qu'on utilise en local. Autant pour moi. C'est pas lui qui s'est trompé, c'est moi qui raconte de la merde. Donc voilà, 33060 sur le relais et 3306 sur notre machine. Maintenant, on va voir la version silencieuse. Donc la technique précédente est rapide et facile, mais elle ouvre également un port sur le serveur compromis, ce qui mettra la puce à l'oreille aux administrateurs, qui pourraient potentiellement être repérés par tout type d'analyse d'hôtes ou de réseau. Bien que le risque ne soit pas énorme, il est avantageux de connaître une méthode de transfert de port légèrement plus silencieuse avec SOCAT. Et c'est celle que je vous conseillerais de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps utiliser. Je vous ai dit, le but du hacker, c'est d'être furtif, c'est pas d'éveiller les soupçons. Ok? C'est comme un cambrioleur voilà, qui rentre chez quelqu'un et qui va activer toutes les alarmes. Le but, c'est de les désactiver sans que même la société de fabricant d'alarmes sache que ces alarmes ont été désactivées. Ok? Le but, c'est de pas réveiller les gens qui sont en train de se faire cambrioler. C'est une analogie bidon, mais voilà, une belle petite métaphore pour bien comprendre. Donc cette méthode est légèrement plus complexe, mais la complexité, ça nous fait pas peur, donc on va la voir. Et ça nécessite pas d'ouvrir un port en externe sur le serveur compromis. Donc moi, je vous conseillerais vraiment d'utiliser tout le temps ça, comme je vous le disais. Donc on va faire un SOCAT TCP-L 8001, TCP-L 8000. On voit que ça diffère un peu. On réutilise fork, reuse et notre in-person. Donc là, on va ouvrir deux ports. Le 8000 et le 8001. OK? En TCP, en IPv4. Ça va créer un relais de port local. Donc ce qui rentre dans l'un, euh, sortira de l'autre. OK? Ce qui rentre dans l'un sort de l'autre. C'est un tunneling. Pour cette raison, le port 8000 a également les options fork et reuse address. OK? Reuse add. Définies pour nous permettre de créer plus d'une connexion à l'aide de cette redirection de port. Ensuite, sur le serveur de relais compromis, qui va agir en tant que proxy en fait, eh ben, nous exécutons cette commande. OK? Ça établit une connexion entre notre port d'écoute 8001 sur la machine attaquante et le port ouvert du serveur cible. Et pour utiliser le réseau fictif qui est forwardé, ok, on peut rentrer cette commande. Donc là, on va bien préciser deux adresses en TCP et on en a une en 10.50.73.2, port 8001, puisque c'est notre port d'écoute sur la machine attaquante, et on a un autre qui est sur le port 80. Pourquoi? Parce que le port 80 est utilisé sur la machine. Ok. Et là, on attaque quoi? Un serveur web, visiblement.
Donc ça crée un lien entre le port 8000 de notre machine attaquante et le port 80 sur la cible prévue, ce qui signifie que nous pourrions aller et taper localhost 8000 dans notre navigateur de notre machine attaquante pour charger la page web qui est servie en principe sur le port 80 de la machine cible. Ok? C'est un scénario assez complexe à visualiser au début. Vous allez pas comprendre et ça va vous bouleversifier, comme dirait quelqu'un. Mais vous inquiétez pas, avec l'expérience, vous allez comprendre en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne compréhension en fait au niveau topographie, topologie réseau et comment fonctionne bah, le front-end, le back-end, comment fonctionne Internet, hein, parce que sinon bah, vous allez être à poil hein, en fait. Hein. Vous allez rentrer des lignes de commande dans votre shell, finalement vous voyez même pas ce que vous faites. Et en fait, ça c'est pas bon du tout. Il faut vraiment avoir une vision globale, the big picture, comme on dit en anglais. Donc, si on doit simplifier à l'extrême, qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'accéder à la page web dans notre navigateur? Bah, la demande, elle va sur notre localhost, ok? Le 127.0.0 localhost. Et on va aller sur le port 8000. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'affecter le port 8000 sur notre machine. Mais en raison de l'audit ARSO4 que nous avons commencé sur notre propre machine, tout ce qui rentre dans le port 8000 sort du port 8001. Et le port 8001, il est où? Il est lui-même connecté directement au processus SOCAT que nous avons exécuté sur le serveur compromis. Ce qui signifie que tout ce qui sort du port 8001 est envoyé au serveur compromis où il est relayé vers le port local sur le serveur cible. Donc, vous voyez comment on crée une passerelle en fait. Hein. C'est comme s'il y avait un pont où on doit attaquer un château fort et bah, le pont-levis il n'est pas levé. Enfin, il est levé, il n'est pas descendu. Donc, en gros, on a nos fantassins qui peuvent pas rentrer dans le château. Ok. Le seul moyen pour rentrer dans le château, c'est de passer par le pont-levis. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Grosso modo, on va faire un relais, ok? Soit on va ramener des très grandes échelles et on va contourner, on va passer par les murailles, soit eh ben, on va déployer une sorte de pont qui va prendre la place hein, du pont-levis et nous permettre d'accéder au château fort, ok? C'est encore une fois, c'est une métaphore, mais pour que vous compreniez bien, en fait, ce qu'on fait concrètement. Donc le processus, il est ensuite inversé lorsque la cible envoie la réponse. On fait exactement le chemin inverse. La réponse est envoyée au processus SOCAT sur le serveur compromis cette fois-ci. Ce qui entre dans le processus sort de l'autre côté, comme on a vu. Nous, on avait fait 8000, 8001. Bah là, 8001, ça rentre, et bah ça sort port 8000. Ok? Donc tout ce qui rentre en 8001 sur la machine qu'on a compromise va arriver et rentrer dans notre port 8000 en écoute sur notre machine attaquante. Ok? Et où le navigateur web s'attend à recevoir sa réponse. Et lui, bah, il va croire que c'est le localhost, alors qu'en effet, ce n'est pas du tout le localhost. Ok? Et la page est reçue et rendue. Elle s'affiche. Nous pouvons maintenant réaliser la même chose que précédemment, mais sans ouvrir aucun port sur le serveur. Et c'est là toute la puissance de cette technique, ok? Qu'il faudra privilégier. Enfin, nous avons appris à créer des transmissions et des relais par SOCAT en arrière-plan. Mais il est également important de savoir comment les fermer. Ok? Une fois qu'on a bossé, qu'on a ouvert, je vous ai dit, il faut non seulement effacer vos traces. Donc encore une fois, ça fait un moment que je vous en parle, mais je vous ferai un cours dédié à la post-exploitation, effacer ces traces une fois qu'on a piraté une machine. Ok? C'est la dernière étape. Une fois qu'on a exfiltré les informations d'un serveur, on ferme, on coupe toutes les connexions, tous les ponts, on efface toutes les traces. Ok? Comme ça, quand il y a une analyse forensique, ça va considérablement, pour ne pas dire bloquer l'analyse forensique et l'analyse de la cyberattaque. Ok? Ça va compliquer les choses. Mais ça sera pas impossible. Mais voilà, c'est les règles de base, c'est le bail à connaître, comme disent les jeunes. Parce que moi, je suis un vieux papy. Donc, la solution est simple. On va exécuter jobs et la commande jobs dans notre terminal et voir un petit peu ce qui tourne et on va tuer tous les processus SOCAT avec le kill
plus le number en PID. On peut faire aussi la commande kill all socat, ok? Mais je préfère tout le temps tuer les processus un par un pour être sûr qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des processus résidents, fantômes, ok? Qui pourraient alerter encore une fois la partie défensive, ok? Donc il suffit pas de tuer les jobs, vérifier ensuite. Enfin, ça va être dur parce que si vous tuez toutes vos connexions, vous aurez plus accès à la machine. Mais voilà, il faut bien comprendre le principe du kill pour tuer les bons jobs, quoi, hein. Pas tuer, enfin, croire qu'on a tué toutes nos sessions SOCAT alors que c'est pas le cas, et de se déconnecter ensuite. Donc, on va faire quelques petites questions pour voir si on a pigé un peu ce qu'il nous demande. Donc, quelle option SOCAT permet de réutiliser le même port d'écoute pour plusieurs connexions? Donc, on a fork et on a reuse address. C'est reuse add qui nous permet de réutiliser le même port d'écoute pour plusieurs connexions. À l'inverse, fork, il fait quoi? Vous vous rappelez? Fork, c'est pour placer chaque connexion dans un nouveau processus. Ok? Mais très souvent, on utilise conjointement ces deux options. Donc, si votre IP d'attaque est le 172.16.200, comment on relaiera un shell inversé vers le port 443 de notre machine en utilisant une copie statique de SO4 dans le répertoire actuel? Donc, on utilise le port 8000 pour le listener, l'écouteur du serveur, et on n'utilise pas les processus en arrière-plan. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un SO4. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, on veut TCP-L 8000. On a notre adresse 172. On veut le port 443. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Ah, ils veulent fork et le reuse adresse? Hmm. Ah ouais, j'ai complètement merdé, excusez-moi. Je m'embrouille avec SOCAT. C'est pour ça que SOCAT, j'ai tellement l'habitude de Netcat que SOCAT, il est bien, mais c'est une autre philosophie. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on veut le port, je reprends 8000. Ok. TCP, on a dit adresse 172.16.200. Et je retire le personne parce qu'on n'utilise pas les processus en arrière-plan et on veut le port 443, si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, pas de processus en arrière-plan, tu veux quoi? Tu veux pas le fork, tu veux pas ça? Voilà, ok. Donc, quelle commande utiliserez-vous pour transférer le port TCP 2222 sur un serveur compromis avec telle adresse, port 22, en utilisant une copie statique de SOCAT dans le répertoire actuel et en arrière-plan du processus? Méthode facile. Apprendre, voir, méthode facile, c'est celle-là. Ok. Et à chaque fois, on va corriger. Donc, reprenons nos infos. Moi, je veux pas le 3360, je veux le 222. Ok, on fait un fork reuse adresse cette fois-ci. Je modifie l'adresse. C'est pas la 16010, ils nous ont dit, c'est la 16000 et ils veulent le port 22. Et question bonus facultative, essayez de créer une redirection OpenSSL ou un relais de port chiffré en utilisant les options de SOCAT. Et au lieu de faire un SOCAT comme ça, classique, on va utiliser cette commande via OpenSSL avec un certificat chiffré PEM.
ok, qui va nous donner un TTY, qui va nous donner un listener. Enfin, qui va nous donner un shell, pardon. Donc ça, on verra plus tard. Ou peut-être je referai peut-être les deux dernières tâches et on reverra cet exemple. Ok? On va faire comme ça. On va se faire maintenant ciseaux, aka chisel. Chisel, ciseaux en anglais. Donc, c'est un outil génial qui peut être utilisé pour configurer rapidement et facilement un proxy tunnelé ou une redirection de port via un système compromis, que vous ayez ou non un accès SSH. Il est écrit en Go, donc c'est le langage Golang, et peut être facilement compilé à partir de n'importe quel système avec des binaires de version statique pour Linux et Windows qui sont naturellement fournis. À bien des égards, il fournit les mêmes fonctionnalités que le proxy SSH avec la redirection de port standard que nous avons abordé précédemment. Cependant, le fait qu'il ne nécessite pas d'accès SSH sur la cible compromise est un gros bonus. Avant de pouvoir utiliser Chisel, nous devons télécharger les binaires appropriés à partir de la page de version GitHub. Ok, on va aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai les ressources comme d'habitude. Donc Chisel, J, Pylora. Ok, et on voit qu'on a tous les binaires statiques qui sont là en GZ qu'on va décompresser avec Gunzip. Gunzip ou Unzip, comme vous voulez. Ouais, Gunzip, ou ouais, ce que vous voulez. Ouais, ce que vous voulez. Gunzip, ce sera le plus simple, ouais, je pense. Donc, Gunzip, on décompresse, on fait un www-get pour récupérer en ligne de commande le fichier qui nous intéresse avec un "-q" que j'oublie tout le temps de faire. C'est quoi cet argument? Wget q. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai mes vget qui. Oh, c'est quoi le Q? Q. Oui, le Q. Mhm. Qu'est-ce que le Q? Mhm. Pourquoi je le vois pas? Oula! Tiré P, tiré P, tiré P, tiré P, tiré Q. J'ai pas halluciné, c'est bien un tiré Q. Ouais. Veget tiré Q. Ouais, d'accord. Ouais. Télécharger en arrière-plan. Ouais, tiré B. Je connais. Check certificate, en tête de réponse. Tiré S. Bon, bah, faut que je charge. Là, j'avoue, je vais même pas trouver quoi. Veget tiré Q. Ok, bon, bah, écoutez, si vous savez en commentaire, dites-le nous. Donc, on récupère notre fichier, on fait un ls, on fait gunzip étoile. Tu vas me décompresser les deux, en fait, tous les fichiers GZ, hein, aussi simple que ça. LSL, donc on voit que ça les décompresse. Il fait un file, ok, sur le nom du fichier. Tac, 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 tac. On a la description des binaires. Et ensuite un mode plus X pour se donner les droits sur les deux binaires statiques, ce qui est un petit peu logique. Ensuite, on voit qu'on peut lancer Chisel, la version Linux, avec bah, la syntaxe à utiliser, les commandes serveur client. Donc un mode client, un mode serveur. Donc vous devez avoir une copie appropriée du binaire Burin, Ouh, c'est super bien traduit. Du Chisel binary, ouais. Non, du binaire ciseau. Non, du binaire de Chisel, on va parler bien, à la fois sur la machine attaquante et sur le serveur compromis. Copiez le fichier sur le serveur distant avec la méthode de votre choix de transfert de fichier. Vous pouvez utiliser SCP
qui permet de transférer en fait des fichiers sur le protocole SSH. Donc c'est à privilégier. Ok. Donc pour SCP, on fait la commande SCP-I, la clé qu'on va utiliser, Chisel, le connexion classique user @target pour le protocole SSH, deux points, et là on lui met le chemin qu'on veut. Donc là en l'occurrence ça sera sur le temp, on va l'appeler Chisel, et votre nom d'utilisateur. Ok. Donc comme je vous disais, il y a deux modes, il y a client et serveur, et vous pouvez accéder au menu d'aide en faisant -h ou -help, je suppose. Ouais, -help. Ok. Donc c'est à vous de voir, et on voit qu'on a d'autres explications, notamment sur le l'autre, comment définir l'autre, le port, ok, le port d'écoute HTTP, la clé, et le fichier d'authentification qui peut être un fichier JSON. Donc, nous examinerons deux utilisations de Chisel dans cette tâche via un proxy SOX et une redirection de port forwarding. Cependant, Chisel est un outil très polyvalent qui peut être utilisé de nombreuses manières non décrites ici. Nous vous encourageons à lire les pages d'aide de l'outil pour cette raison. À vous de creuser et de voir les autres cas d'utilisation possibles. Là, on va voir proxy SOX inversé. Ok. Donc, reverse proxy SOX. Commençons par regarder la mise en place, donc avec Chisel. Donc, on se connecte à partir d'un serveur compromis à un auditeur en attente de notre machine attaquante. C'est mal traduit, mais vous voyez où on veut en venir. On va lancer Chisel, serveur-p, on le met le port d'écoute et on lui demande le mode reverse parce qu'on fait un proxy SOX inversé, et ça maintenant vous savez ce que c'est. Cela met en place un auditeur sur le port que vous avez spécifié. Sur l'autre compromis, on va utiliser la commande suivante. Donc on a lancé le serveur sur notre machine. On utilise le client pour se connecter au serveur sur notre machine. Ok. Et on lance le mode client cette fois-ci, l'adresse IP de notre box. Si vous passez par un VPN, bien sûr, ça sera l'adresse en VPN. Si c'est une adresse en Tor, ça sera une adresse Tor, ce que vous voulez. Ok. Le port d'écoute qu'on aura spécifié ici, et on va faire un R2.SOX et, ok, R2. Pour préciser le protocole, si j'ai pas envie de dire de bêtises. Et donc on lui met SOX pour qu'il comprenne. Voilà, c'est expliqué là, pardon. On verra après. Cette commande se reconnecte à l'auditeur en attente sur notre boîte d'attaque, notre box, ok, complétant ainsi le proxy. Comme précédemment, nous utilisons la personne éperluette en bon français pour l'arrière-plan des processus. Ok. Donc, pop, 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 pop. Ok, partie serveur, partie cliente. Enfin, partie cliente, partie serveur. Ok. Notez que malgré la connexion réussie sur le port LIT, le proxy réel a été ouvert sur le 1080. En tant que tel, nous utiliserons le port 80 lors de l'envoi de données via le proxy. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Comment on peut savoir ça? Là, il nous dit qu'il écoute sur le port LIT 1337, et finalement, quand la connexion s'établit via le tunneling, via un reverse proxy sur quoi? Protocole SOX, il nous dit quoi? Et Coco, finalement, c'est le 1080 que j'ai choisi. Donc, il en fait qu'à sa tête, ce putain de ciseau. Notez l'utilisation de R2.SOX dont je vous parlais, R préfixe aux télécommandes. Alors, télécommande c'est le remote. Argument qui détermine ce qui est transmis ou mandaté. Dans ce cas, c'est la configuration d'un proxy, et on veut R comme reverse lors de la connexion au serveur Chisel qui a été démarré en mode inverse. Ok. Il indique essentiellement au client Chisel que le serveur prévoit que le proxy ou la redirection de port sera effectuée du côté client. Bah oui, comme un reverse. Par exemple, démarrer un proxy sur la cible compromise en exécutant le client plutôt que sur la machine attaquante exécutant le serveur. Ok? De toute façon, c'est inversé. Une fois de plus, il est recommandé de lire les pages d'aide sur Chisel pour plus d'informations.
Donc ça, c'était quoi? C'était un reverse. Maintenant, on va faire quoi? On va faire un bind. Bind, shell de liaison. Enfin, pour un proxy, on ne dit pas de liaison. On dit forward. OK? Donc, soit en avant, soit en arrière. OK? Donc là, on va voir les connexions entrantes. Donc, les proxys entrants, c'est plus rare que les reverse proxy, pour la même raison que les reverse shell sont plus courants que les bind shell, les shells de liaison. D'une manière générale, le pare-feu de sortie gérant le trafic sortant sont moins stricts que le pare-feu d'entrée, qui gère les connexions entrantes. Qui gère, pardon, les connexions entrantes. Ça, je vous le dis tout le temps. Cela dit, il vaut mieux toujours prendre la peine, en fait, de configurer un proxy avant, avec le burin, de savoir l'utiliser, je pense. C'est ça qu'ils veulent dire. À bien des égards, la syntaxe pour cela est inversée, comme je vous le disais. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, on fait quoi? On fait un serveur, on précise le SOX 5 et ensuite client. OK? Serveur, là on avait mis reverse, client, on avait mis ça, serveur, SOX, mais où? Eh ben sur l'autre compromis, pas notre machine cette fois-ci. Et sur notre box, bien sûr, on va faire tourner le client. Exactement l'inverse. OK? Donc là, on voit qu'on prend du SOC 5 et on précise bien le protocole. Donc, avec cette commande, bah, on aura notre port proxy qui sera ouvert. OK? Donc, chisel client, cette adresse IP, port 8080 et ensuite 1337 sur du SOX. Ça nous connaîtra un serveur Chisel fonctionnant sur le port 8080 à telle adresse IP avec un proxy SOX qui sera ouvert sur le port lit de la machine attaquante. OK? Toute la partie sur l'autre compromis et toute la partie sur notre machine. OK? Rappel des proxy chains. Lors de l'envoi de données via l'un de ces proxys, nous aurons besoin de définir le port dans notre configuration des proxy chains. Comme Chisel utilise un proxy SOC 5, nous devrons également changer le début de la ligne SOC 4 en SOC 5, ce qui est un petit peu logique. OK? Donc là, avant on avait SOC 4, là on va mettre SOC 5. OK? Maintenant que nous avons vu comment utiliser Chisel pour créer un SOX, jetons un petit coup d'œil pour créer un transfert de port avec Chisel. Donc un transfert de port distant est lorsque nous nous reconnectons à partir d'une cible compromise pour créer un transfert. Excusez-moi, je bois un petit café parce que j'ai la gorge à force de parler. Donc, pour un transfert de port distant sur notre machine d'attaquant, nous utilisons exactement la même commande que précédemment. OK? Une fois de plus, cela configure un listener au niveau de Chisel et auquel l'autre compromis doit se reconnecter. La commande pour se reconnecter est cependant légèrement différente cette fois-ci. OK? Vous l'avez sous les yeux. On voit qu'on met un petit peu plus d'arguments. Vous pouvez reconnaître cela comme étant très similaire à la méthode de transfert de port inversé SSH, où nous spécifions le port local à ouvrir, l'adresse IP cible et le port cible séparé de deux points. Notez la distinction entre le listen port et le local port. Le listen port, c'est le port sur lequel nous avons démarré le serveur Chisel. Le local port, c'est le port que nous souhaitons ouvrir sur notre propre machine attaquante pour se lier au port cible souhaité. C'est pour ça qu'on fait une redirection de port. Donc pour utiliser un vieil exemple, supposons que notre adresse IP est celle-ci, l'adresse IP du serveur compromis est celle-ci, et notre cible est sur le port 22 sur 172.16.0.10. Donc, on a trois adresses IP. La syntaxe peut renvoyer donc 172.10.0.22, ouais, parce que c'est notre cible qui tourne sur le port 22 à telle adresse IP. Vers quoi? Le port 2222, si on veut, sur notre machine attaquante. Donc, on va faire quoi? On précise d'abord le port 13337 et
Ensuite, on a notre connexion via le R. Et là, bah, on précise l'adresse IP et le port qui est 22. Et on le lie à quoi? Au port 2022 sur la machine attaquante. C'est ce qu'on fait là. OK? Donc ça, il faudra pratiquer hein, pour que ça soit vraiment, vous soyez vraiment à l'aise. OK? Donc là, le localhost port 2222, ce qu'on a précisé là, eh ben, ça nous permet d'accéder à l'adresse de notre cible sur quoi? Le port 22. Le port 22, c'est quoi? C'est du SSH. OK? Donc, redirection de port local. Comme avec SSH, une redirection de port local est l'endroit où nous connectons notre propre machine, pardon, attaquante à un serveur Chisel, écoutant une cible compromise. Donc la cible compromise que nous avons mise en place sur un serveur Chisel, on va lui indiquer le port d'écoute. Ensuite, nous nous connectons maintenant à cela depuis notre machine d'attaque avec ça. Ok. Donc on précise le port local qu'on a mis, le listen port, pardon, le port local et le port de la cible. Ok. Par exemple, si on doit se connecter à ça, en transférant le port 2022 vers le 22, on pourrait faire un 172 8000, ok, et on précise le port local 2022 vers quoi? Notre cible. Et notre cible, elle a cette adresse IP et c'est le port SSH qu'on veut, ok? Donc comme tous les processus SOCAT en arrière-plan, lorsque nous voulons détruire nos connexions, jobs, kill, ok? Lorsque vous utilisez Chisel sous Windows, il est important de ne pas oublier de télécharger une extension de fichier exe parce que les statiques binaires sous Windows, c'est exe, ok? Donc ça sera chisel.exe. Donc, quelle commande on utilisera pour démarrer un serveur Chisel pour une connexion inversée sur la machine attaquante? Donc, connexion inversée, port 42, 42. Faire Chisel. Et on n'effectue pas le processus en arrière-plan. Donc, ça va rafraîchir la mémoire. Donc là, ils veulent un proxy ou qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai pas lu. En fait, je vais trop vite. Donc, démarrer un serveur. Ah, d'accord. Démarrer le serveur. Donc, ça, pour une connexion inversée sur votre machine attaquante. Donc, on sera en chisel serveur. Donc, pas de processus en arrière-plan. On veut bien un reverse connexion inversée, on est d'accord. Je vais mettre le port d'écoute. C'est le 42, 42. Désolé, hein, je vais un peu vite parce que je commence à fatiguer en fait. Quelle commande utiliserez-vous pour vous reconnecter à ce serveur avec un proxy SOX d'un autre compromis en supposant que l'adresse IP est 172.16.0.200 et en arrière-plan? Processus. Donc, on veut quoi? Se reconnecter à un proxy SOX. Proxy SOX, on a vu que c'était ici. Ok? Euh, ouais. Donc, si on doit se reconnecter, on va utiliser cette commande. Ok. Parce qu'on a défini notre serveur, maintenant, bah, on va utiliser le client. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'adresse IP, c'est 172.16.0.200. Le port qui nous demande, c'est quoi? Eh ben, c'est celui qu'on a défini. Et pardon. Comment transmettre?
transmettriez-vous, j'y arrive plus, donc à telle adresse sur le port 3306 à notre propre port en 33060 en utilisant un transfert de port distant via Chisel, en supposant que notre adresse IP est 172.16.0.200 et que le port d'écoute est lit. C'est une bonne question. Ouais, Je peux finir de me faire des petits trous? ah ouais, bien sûr. Donc, Chisel Client, on met notre adresse IP 172.16.0.200 port lit, on fait "-r" parce on veut transmettre un port distant en reverse. Et qu'est-ce qu'on met? Ben, on met nos ports, notre propre port 33.0.60 avec notre adresse IP et on veut joindre le port 33.60. OK? Donc, voilà comment on peut transmettre du 33.06 vers notre 33.60 en utilisant un transfert de port distant. OK? Avec notre adresse IP qui est là et un port d'écoute qui est précisé ici. OK? Donc ça, c'est la commande. Donc vous voyez que ça peut être vite assez complexe, hein. Bah, ça viendra avec le temps, vous inquiétez pas. On fera des exercices ensemble et puis après, bah, rien ne vous empêche de télécharger Chisel et de vous entraîner avec n'importe quelle machine Linux, par exemple, qui est disponible gratuitement sur Try Hack Me ou Hack the Box ou ce que vous voulez en fait, hein. Vous pouvez même prendre une VM à vous. Je vous ai dit, le meilleur moyen, vous montez une VM et vous l'attaquez. Vous vous entraînez à l'attaquer, à faire des bind shells, des reverse shells, à faire bah, des redirections de port, à utiliser à la fois des proxys euh, en forward, donc en entrée, et des proxys en sortie, inversés. Ok, des reverse proxy. Donc, si on a un serveur Chisel qui fonctionne sur le port 444, comment on peut créer un port forward local en ouvrant le port 8000 localement et en établissant un lien? Bah déjà, si on a ouvert un serveur, c'est qu'on va se connecter avec le client. C'est aussi simple que ça. Donc, Chisel, client, qu'est-ce qu'on veut? On veut, alors, port forward local. Moi, je dirais ça, sauf qu'on va l'adapter à notre sauce. Donc, notre sauce, c'est quoi? Bah, c'est notre machine. La machine, on veut quoi? Que ça soit le port 80 et l'adresse IP, c'est 010. Tac, 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 pardon. Que je dise pas de bêtises par 8000. Ouais, donc je dirais 444. Ok, sur l'adresse IP et nous, on veut. Voilà. Donc ça, c'était Chisel. Et bah, on continuera, on verra Shuttle, on verra P-Link. P-Link, on l'a déjà vu. On verra Shuttle et je vous ferai la conclusion. Ok. Prochaine série, ça sera le serveur Git. Ensuite, Command and Control, commander et contrôler. PC personnel, évasion des antivirus, exfiltration. Conclusion. Une fois qu'on aura vu tout ça en temps réel, je vous montrerai et on mettra en pratique toutes les techniques qu'on a vues dans ce gros CTF, ok? Mais je me suis dit qu'il valait mieux aborder l'aspect théorique et ensuite passer à la pratique en temps réel, ok? Comme ça, vous aurez plus aucune, comment dire, excuse pour ne pas comprendre ce qu'on fait en temps réel. Comme ça, et puis moi, c'est plus simple, quand je lancerai le reste de l'attaque sur ces deux machines. Eh ben, je vous aurais déjà montré, expliqué toute l'intro, comment exploiter le serveur web, et on passera à la partie pivotage jusqu'à l'exfiltration des données et la post-exploitation. Ok. Donc, je préfère vous expliquer d'abord que
faire le CTF, réfléchir et en même temps vous expliquer. C'est trop me demander. Comme je vous ai dit, je suis un petit cerveau. Je préfère faire les choses en deux étapes, même si c'est extrêmement long et je pense qu'il y aura plus d'une quinzaine de vidéos sur le CTF. Mais c'est un des plus gros CTF de Try Like Me. Donc si vous avez compris ce principe, vous avez tout compris. J'ai pas envie de vous mentir. Là, on va revoir les notions les plus importantes en hacking, ok? Après, bien sûr, il y a d'autres étapes, sous-étapes, il y a d'autres techniques. Mais là, déjà, si vous maîtrisez ça, allez, on va dire que vous avez fait 30 à 40% du boulot. Allez, 50, j'exagère. Ok. Mais vous voyez que c'est complexe, donc bah, c'est pareil. Pour vous expliquer des sujets contextes, je pourrais faire comme tous les escrocs de YouTube et faire des clics, des titres putaclic et vous dire ouais, je t'explique le tunnel SSH et la redirection de port en 2 minutes ou en 7 minutes. Vous savez que je suis pas un escroc, moi j'aime les choses bien faites. Et voilà. Et sinon, et ben voilà, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est comme ça. Mais on a le temps, on est curieux. Donc voilà, je termine la vidéo. Prochaine fois, navette, shuttle et la conclusion sur les techniques et l'art du pivot en informatique lors d'une cyberattaque. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.